Je tiens également à mon tour à remercier les organisateurs pour l'invitation et pour les conditions d'accueil chaleureuses et qui nous ont permis de se réunir dans un cadre agréable. Le traitement chirurgical palliatif des cardiopathies congénitales en période néonatale est un sujet d'actualité parce que c'est un sujet qui continue à être débattu dans le sens où le traitement, la réparation des cardiopathies congénitales se fait de plus en plus à un âge précoce en période néonatale ou chez les petits-enfants. Donc, quelle serait la place de ce traitement chirurgical? Et comme on a vu ce matin, il y a de nouvelles techniques interventionnelles qui sont de plus en plus utilisées et qui peuvent épargner le traitement chirurgical néonatal, palliatif néonatal. Comme première procédure, je vais parler à travers une revue de la littérature de certaines procédures, telles que le cerclage artério-pulmonaire et du Blalock, pour à la fin rapporter l'expérience personnelle. Alors, comme rappel, l'artère pulmonaire est une procédure palliative qui a pour objectif de diminuer le débit sanguin au niveau du lit artériel pulmonaire et qui a comme conséquence logique une protection des poumons, de lit vasculaire pulmonaire, de l'hypertension artérielle pulmonaire irréversible. Comme deuxième objectif, dans certaines situations, permet de permettre au ventricule gauche de s'adapter et de s'hypertrophier pour un éventuel switch artériel de la transport des gros vaisseaux. Alors, pour voir ce qu'il y a de nouveau, j'ai essayé de faire une petite recherche pour des articles récents et j'ai pu dégager 2 papiers qui, à mon sens, vont répondre à l'intérêt et la place de ce type de traitement palliatif en période néonatale. Alors, le premier papier de 2016 vient d'une équipe iranienne et qui a revu une série de 50 patients qui ont un shunt gauche-droit et dont l'âge varie de 1 mois à 9 mois avec un poids qui varie de 2,5 à 10 kg. Sur le plan anatomique, le cerclage a été réalisé chez un groupe de patients qui avaient une anatomie biventriculaire avec essentiellement des CIV et de canal atrioventriculaire et avec quand même une intubation de 10 heures, moyenne de 10 heures, un séjour en réanimation de 5 jours et une hospitalisation de 13 jours. Donc ce n'est pas des procédures simples. Quand même, vous voyez que la mortalité est aux alentours de 16%. Donc, cette équipe a montré que pour des patients qui ont des shunts gauche-droit importants, qui ont des infections pulmonaires, qui ont un risque d'hypertension artérielle pulmonaire avec des risques de résistance pulmonaire élevés, on peut réaliser le cerclage de l'artère pulmonaire comme première étape, le temps de stabiliser le patient et de proposer une réparation avec un taux de mortalité quand même de 16%. À côté de ce papier, il y a un papier qui a parlé du cerclage bilatéral comme une technique chirurgicale palliative de sauvetage, de ressuscitation. C'est chez des nouveau-nés ou des petits-enfants qui ont des cardiopathies complexes, sévères, et qui ne peuvent pas bénéficier d'un traitement réparateur ou correctif en période néonatale. Donc, cette série-là comporte une centaine de patients, et donc, 24 patients qui ont un ventricule unique et qui ont un âge moins de 3 mois et qui ont bénéficié d'un cerclage de l'artère pulmonaire bilatérale. Et ces patients-là ont bénéficié également soit de la prostaglandine pour maintenir le canal artériel perméable, soit d'un statin du canal artériel. Et donc, le bilan a été réalisé par l'écho-angiographie chez 100% des patients. Alors, vous voyez que dans cette situation-là, le cerclage a été réalisé plutôt chez les jeunes, les nouveau-nés avec un poids moyen de 3 kg, un âge très très jeune, et que le diagnostic anténatal était réalisé chez 45% des patients.
Donc, ce groupe-là, qui a été classé groupe à haut risque, était classé comme cela parce que le poids était faible, parce qu'il y avait une prématurité, parce qu'il y avait des problèmes associés, tels que les chaînes intracardiaques étaient restrictives, des hypoplasies du cœur gauche, l'acidisme métabolique, et des régurgitations des valves auriculo-ventriculaires. Donc, c'est ce qui est fait de ce groupe-là, avec dysfonction du VG, besoin de l'ECMO en préopératoire, ce qui est fait de ce groupe-là un groupe à risque d'une réparation complète en période néonatale. Alors, quels étaient les résultats chez ce groupe de patients? On va voir ça, c'est l'âge moyen était de 8 semaines, pas 8 jours, comme je l'ai mis là, avec un faible poids, et que 62,5% de ces patients-là qui ont une hypoplasie du cœur gauche ont pu bénéficier d'un Norwood, et la même proportion, cette patients, 62,5%, ont pu bénéficier d'une transplantation cardiaque. Et donc, le décès de cette procédure chez ce groupe de patients-là était de 38%, 9 malades sur 24, et la mortalité est élevée, expliquée par le haut risque chez ces patients-là. Donc, la conclusion de ce papier, c'est que le cerclage de l'artère pulmonaire, quand on est dans une équipe qui fait de la congénitale en période néonatale, a des indications franchement limitées, et que vous voyez là que c'est un cerclage bilatéral de sauvetage, parce qu'on ne peut pas réaliser une intervention de réparation chez ce groupe à haut risque. Et que ils sont intéressés également au fait que le stenting du canal artériel peut compromettre la circulation ou la circulation coronaire en cas d'hypoplasie sévère de l'aorte. Il faut faire attention, quand on a une hypoplasie sévère de l'aorte, de ne pas utiliser le stenting, parce que ça va créer un vol et ça va compromettre la circulation coronaire. Donc voilà les deux papiers qui relatent en fait deux indications différentes de cerclage artériel pulmonaire en période néonatale en fonction du contexte où on travaille. Concernant le Blalock shunt ou le shunt systémico-pulmonaire, c'est une intervention palliative qui est très ancienne et qui est le résultat d'une collaboration de Heart Team qui date de 1944, déjà plus de 60 ans. Et donc cette collaboration qui a permis aux cardiologues et aux chirurgiens de trouver une solution à des patients qui étaient bleus, qui avaient besoin de ce type de shunt. Et donc, il est indiqué dans un large spectre de cardiopathie. J'ai dit, ça peut être le cas d'atrésie pulmonaire, d'atrésie tricuspide, tragédie de Fallot ou autres malformations, comme d'autres indications, telles que quand la réparation complète n'est pas possible, parce qu'il y a une immaturité, parce qu'il y a une prématurité, ou parce qu'il y a une comorbidité qui contre-indique la chirurgie, telle qu'un accident vasculaire cérébral, un saignement intracérébral ou une contre-indication à la CEC. Dans l'hypoplasie également du cœur gauche, le traitement de l'hypoplasie du cœur gauche, et également l'apport sanguin à pulmonaire hypoplasique peut favoriser la croissance des artères pulmonaires également. Alors, quel type de shunt? Il y a le shunt classique qu'on n'utilise pratiquement pas. Il y a le shunt modifié ou le Blalock modifié où on interpose un tube en Gore-Tex de 3 à 4 mm entre une artère systémique, généralement le TABC ou l'artère clave gauche, et l'artère droite et l'artère pulmonaire droite. Alors, qu'en est-il des résultats du Blalock dans l'état actuel des choses? Là également, j'ai vu deux papiers sur le résultat du Blalock. Sur les résultats du Blalock. Alors, cette série-là est une série qui est rétrospective et qui a été publiée en 2014 et qui a revu le résultat. Et ont été exclus les patients qui ont un problème de confluence des artères pulmonaires ou qui ont des collatérales aortopulmonaires majeures,
Et donc, ont été inclus juste les malades qui ont des AP confluentes avec une bonne arbre pulmonaire. Donc, 95 patients ont été inclus dans cette étude. L'âge du Blalock était, l'âge moyen était de 20 jours, donc environ 3 semaines. Et le poids également aux alentours de 3 kg. Le cœur univentriculaire constitue l'essentiel de l'indication chirurgicale. Il y a d'autres malformations telles que la sténose pulmonaire critique, la transport du gros vaisseau. Et l'approche était essentiellement par sternotomie. Alors on a abandonné carrément la thoracotomie. Et point important également, la taille du shunt. Là, on voit que le shunt utilisé est aux alentours de 3,5 mm dans 70% des cas, et suivi de 3 mm et 4 mm. C'est important, la taille du shunt, parce que ça peut exposer le nouveau-né à un risque de surcharge pulmonaire. Et la durée de séjour au niveau de la réanimation était des alentours de 8 jours. Donc, c'est des procédures qui ne sont pas simples, avec une hospitalisation de 15 jours. Donc, c'est des procédures palliatives, mais malheureusement, avec une mortalité élevée et un séjour en hospitalisation, hospitalier alors, la mortalité hospitalière était de 12%, et avec des arrêts cardiaques survenus après la sortie, donc 17% des cas, et après l'anastomose Blalock, 15% avaient besoin d'une ECMO. Donc vous voyez, procédure palliative, mais avec des complications, une mortalité élevée et des facteurs de comorbidité également qui sont élevés. Et là également, dans 13% des cas, il y avait un accident vasculaire cérébral, thrombose de shunt dans 10% des cas. Et donc, c'est ce qui fait que finalement, ce n'est pas une intervention simple et que la morbidité et la mortalité associées au Blalock restent quand même élevées, particulièrement chez les groupes à risque, dont l'anatomie est très complexe. Et, les complications non cardiaques contribuent largement dans la morbidité post-opératoire. Et donc, il ne faut pas voir juste l'acte chirurgical cardiaque, il faut analyser la malformation cardiaque en totalité, l'état du patient, pour améliorer le pronostic. Alors, ceci étant dit, il faut dire qu'actuellement, il y a de plus en plus d'opportunités et de possibilités interventionnelles qui fait qu'on peut remplacer le shunt. Et pour cela, il faut une étude comparative, prospective, pour bien sélectionner les malades à bénéficier d'un stenting du canal artériel ou une autre procédure, des malades qui doivent bénéficier d'un Blalock aussi. Un deuxième papier qui est intéressant à mon sens parce c'est une expérience de 60 ans de Blalock à Johns Hopkins et plus de 2000 malades qui ont été revus. C'est intéressant de voir l'évolution de la pratique de cette équipe-là sur 60 ans. Donc, je disais que depuis 1944, plus de 2000 patients et dans cette série, il y a des leçons importantes à retenir. Que tout le monde connaît le Johns Hopkins, c'est une structure qui est très très active. Et dans cette série-là, quand même, 72% des malades ont porté des tétralogies de Fallot. Donc, on continue à faire le Blalock en cas de tétralogie de Fallot, bien sûr, dans sa forme sévère. Et que seuls 9% des patients avaient un cœur univentriculaire. Donc, même dans des situations, même dans une structure, on continue à réfléchir et à cette technique chirurgicale. Alors, mais par contre, le pourcentage en termes de cardiopathie de cœur univentriculaire a augmenté entre le début et à la fin de la série. Il était 5% et actuellement, on utilise le Blalock dans 34% des cœurs univentriculaires. La mortalité moyenne était de 14%, mais bien sûr, c'est amélioré
à la fin de la série. Alors, dans le suivi, 41% des trajets de Fallot ont bénéficié d'un traitement, d'une correction définitive ou totale, et 26% des malades qui ont une cardiopathie complexe ont également bénéficié d'une anastomose cavo-pulmonaire. Donc, la mortalité a diminué entre le début de la série qui était 16% contre 9% à la fin de la série. Et là, la mortalité reste un problème, même entre les mains les plus expérimentées, ce qui a poussé bien sûr d'autres collègues à chercher une autre alternative. Donc, la conclusion de ce papier, c'est que on a de plus en plus de cas complexes qu'on doit traiter par chirurgie palliative, notamment les cœurs univentriculaires, et que l'amélioration de la survie a été notée à la fin de la série. Alors, je ne peux pas parler du Blaloc sans parler de la comparaison entre le stenting du canal artériel et le Blaloc. Et cette comparaison-là qui a intéressé 4 centres pour comparer le Blaloc au stenting du canal artériel. Donc, la série est une série qui est rétrospective et qui a intéressé une centaine de malades pour le groupe stenting et 200 malades pour le groupe Blaloc. Donc, l'âge moyen du stenting du canal artériel était de 9 jours, contre 6 jours pour le Blaloc. Le poids est de 3,2 kg pour le groupe canal artériel, stenting canal artériel, contre 3,1 pour le groupe Blaloc. Et il n'y avait pas la différence en termes d'anatomie. Anatomie pour le groupe stenting, il y avait 60% du cœur au niveau de ventricules qui sont bien développés, contre 45% pour le Blaloc. Et la présence de circulation antérograde était de 61% pour le canal artériel, le groupe stenting canal artériel, contre 38% pour le groupe Blaloc. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu de cette étude? C'est que pour le stenting du canal artériel, il y a moins d'usage de diurétique à la fin de la procédure, ou quand le patient quitte l'hôpital, et le séjour hospitalier est court en cas de stenting du canal artériel. Et qu'il y a moins de complications lors de la procédure du stenting du canal, et que la croissance de l'arbre pulmonaire est plus importante et plus harmonieuse en cas de stenting du canal artériel. La mortalité n'avait pas 17% du canal artériel contre 29,5% pour le groupe de Blaloc. La CIV, VDDI. Par contre, les malformations complexes, le ventricule unique dans 4% des cas, le transport des gros vaisseaux dans 6% des cas, et le trochanter arteriosus dans 1,8% des cas. Donc, le séjour en réalité moyenne était de 4,5 jours, avec comme comorbidité la téléctasie, le sepsis et la ventilation mécanique qui était moyenne de 16 heures. Donc, et le gradient moyen post-opératoire par l'ETT était de 34 mm de mercure, qui était satisfaisant. Voilà ce que j'ai à vous dire concernant le traitement palliatif chirurgical des cardiopathies congénitales, qui, à mon sens, reste important à faire et à enseigner dans les pays en voie de développement, parce qu'on en a beaucoup pour le monde besoin, notamment en terre africaine, sachant qu'en 2050, l'Afrique sera le deuxième continent en termes de population, donc il y aura sûrement des malades qui auront besoin de ces procédures, que de bons résultats ont été atteints par la cardiologie interventionnelle en cas de sténose sévère de la voie de chasse droite, et que les chirurgiens cardiaques en général, les pédiatres en particulier, doivent faire attention à l'évolution technologique et apprendre les techniques interventionnelles. Merci de votre attention.